Mon invité aujourd'hui est Olivier Dallage à propos de ce livre L'Inde a un géant fragile. Cela tombe bien, ce livre, puisque Narendra Modi, le Premier ministre indien, sera l'invité d'honneur pour le défi du 14 juillet. Alors, Olivier, est-ce que les relations entre la France et l'Inde sont aussi idylliques que cela? En fait, oui, elles sont bonnes et elles sont même de plus en plus bonnes, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de contentieux majeur entre l'Inde et la France, mais il y avait une sorte de demi-ignorance réciproque. Il y a eu des tentatives avec des années de l'Inde en France et des années de la France en Inde dans les années 80, puis à nouveau dans les années 2000. Mais ça a véritablement décollé. Enfin, il y avait un prélude avec la visite de Jacques Chirac, qui était l'invité d'honneur de la journée de la République, le 26 janvier en 98. Et ce jour-là a été conclu un partenariat stratégique entre la France et l'Inde. Et au fil des années, l'Inde a trouvé de plus en plus d'intérêt à nourrir ce partenariat stratégique, à considérer que la France partageait avec elle une forme d'autonomie stratégique, pouvait être un fournisseur d'armes, c'était déjà très ancien. Les ouragans, ça remonte aux années 50, les Mirage 2000 aux années suivant l'élection de François Mitterrand, etc., etc. Et puis, il y a eu la vente des Rafales en 2016, du temps de François Hollande. Donc, un partenariat à la fois stratégique, militaire. Alors après, derrière, vous avez évidemment les intérêts économiques, les entreprises et culturels, mais je crois que la dimension stratégique est vraiment ce qui définit la relation franco-indienne. Alors, est-ce que la France est appelée à remplacer la Russie comme premier fournisseur d'armes de l'Inde, puisque les Indiens peuvent s'interroger sur la qualité des armes russes du fait de la guerre en Ukraine? Alors, premier, probablement pas. Les États-Unis seraient un meilleur candidat à cet effet. Puis il y a Israël qui est pas très loin derrière non plus. Mais la France est un bon fournisseur et c'est vrai que l'Inde a éprouvé des difficultés à renouveler, par exemple, les munitions, la maintenance de ses appareils, que ce soit des avions, des tanks ou autres fournitures militaires datant de l'Union soviétique et de la Russie. Et puis les performances, comme vous le disiez, en Ukraine ont posé quand même pas mal de questions aux Indiens qui souhaitent se doter de matériel plus performant. Et euh, la France, avec les Américains et quelques autres, est évidemment bien placée pour ça. Alors, l'Inde occupe une place particulière par rapport à la guerre en Ukraine. Elle n'a pas voulu condamner la guerre déclenchée par la Russie, mais elle ne veut pas non plus être totalement alignée sur la Russie. Quelle est cette politique de multi-alignement que l'Inde revendique? Il y a beaucoup de raisons à ça. Il y a d'abord une conviction très largement partagée en Inde à travers tout le spectre politique, selon laquelle c'est l'OTAN qui, en se rapprochant de la Russie, a provoqué Poutine et finalement est à l'origine de ce qui s'est passé. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans ce qu'on appelle le Sud global, qu'il s'agisse du Ce Brésil qu'on ou n'entend pas dans le monde occidental, mais qui est très fortement présent en Inde. très fortement, et encore une fois, pas seulement les personnes en place, mais également dans l'opposition, et les simples Indiens vous le diront spontanément. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que euh, l'Inde n'est plus non alignée, enfin, même si elle l'est formellement, mais enfin, c'est plus une référence qui a cours aujourd'hui. On a remplacé ça par le multi-alignement. L'idée, c'est que si on cède aux injonctions, même sympathiques, mais très pressantes de l'Occident, Europe et États-Unis compris, eh bien, l'Inde perdra son intérêt. Et donc, il faut savoir se faire désirer. Et enfin, c'est vrai que dans l'ADN diplomatique de l'Inde depuis l'indépendance, il y a l'idée de ne dépendre de personne et de ce point de vue-là, c'est une position qui n'a pas changé. Le problème, c'est que ça les amène très souvent, les Indiens, quand ils siègent au Conseil de sécurité, par exemple, dont ils ne sont pas membres permanents, ils voudraient bien l'être, mais ils ne le sont toujours pas, mais à titre tournant, à s'abstenir sur toutes les résolutions qui pourraient les fâcher avec un pays avec lequel ils ont de bonnes relations, c'est-à-dire pratiquement tout le monde. Et donc, c'est une politique d'abstention qui est un petit peu une politique par défaut de spectateur. Alors certes, pour le moment, ça a bénéficié à l'Inde en ce sens que, en ne se mettant pas dans les mains des Occidentaux, ils ont pu obtenir du pétrole russe bon marché sans pour autant s'aligner sur la Russie. Mais il y a quand même des questions qui se posent sur la possibilité de garder cette position entre deux indéfiniment. Parce que l'Inde est à la fois le rival de la Chine, mais en même temps membre des BRICS, de ce club très particulier comme la Chine. Quels sont l'état des relations de l'Inde, coincée un peu ou voulant jouer sur tous les tableaux, à la fois Russie, dans le triangle Russie, Chine, États-Unis? Comment l'Inde se situe-t-elle?
L'Inde, par exemple, a refusé de participer à ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie promues par Xi Jinping. Elle a refusé de participer à des réunions où c'était mis en place. Elle a voulu sanctionner certains de ses petits voisins qui, eux, sont dans cette opération-là. Ça n'a pas trop marché, ça m'a eu un effet boomerang. Et bien entendu, elle craint la Chine en tant que puissance frontalière qui fait des incursions sur son territoire sans que l'Inde soit en mesure véritablement de les repousser. En même temps, l'Inde partage avec la Chine une appréhension quant à la domination du monde par un Occident qu'elle voit en cours de décadence. Et donc, l'Inde, comme la Chine, comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, c'est ce qui les rassemble dans les BRICS, veulent remettre en cause cet ordre occidental. Et enfin, l'Inde et la Chine et quelques autres coopèrent sur des sujets d'intérêt commun, qu'il s'agisse du climat ou de l'économie. La Chine, en dépit des tensions qu'il peut y avoir entre les deux pays, est le principal fournisseur de l'Inde et de très loin. Donc c'est une relation complète faite à la fois de coopération, de rivalité et aussi d'hostilité. Alors, il y a de plus en plus de problèmes par rapport à la minorité musulmane en Inde, et en même temps, l'Inde semble avoir un sauf-conduit par rapport à cela. Personne ne lui en parle. Narendra Modi a été interdit de séjour aux États-Unis. Il a été accueilli comme une sorte de rockstar et il est l'invité d'honneur du 14 juillet. Donc, en fait, on passe un peu sur une éventuelle dérive autoritaire de l'Inde. Alors, ce qui se passe en Inde n'a pas échappé évidemment aux grands pays occidentaux qui le reçoivent, qu'il s'agisse de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Simplement, on met en balance la difficulté que provoquerait le fait de lui faire des remontrances publiques qui seraient contre-productives, parce que le nationalisme indien, ça n'est pas une vue de l'esprit. Il n'y a pas que le gouvernement en place qui risquerait de réagir épidermiquement, et ils le font euh, et le besoin que les Occidentaux ont de l'Inde dans le grand jeu qui, de plus en plus, les oppose à la Chine, où il s'agit de créer des ceintures limitant l'influence chinoise, de faire des contrepoids. On ne parle pas d'alliance militaire, mais on parle d'intérêts partagés. Alors, on va sacrifier au rite des formules traditionnelles qui correspondent de moins en moins à la réalité, de plus grande démocratie du monde, de valeurs partagées, mais les Occidentaux ont bien compris que faire des remontrances publiques à Narendra Modi ne changerait rien à sa pratique intérieure et risquerait de leur aliéner des marchés au profit des pays voisins et rivaux. Voilà, merci Olivier. Si vous voulez mieux comprendre l'Inde au moment où Narendra Modi va être l'invité d'honneur du 14 juillet en France, lisez ce livre, L'Inde, un géant fragile, où l'on parle à la fois de questions stratégiques, de questions géopolitiques, de Bollywood aussi, et vraiment tout ce qui fait la société indienne. Merci Olivier. Merci.